Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre pour un 40e numéro de Debout les mots. Alors j'excuse Nicolas Maisonnet qui a pris un engagement au niveau municipal et ainsi ne souhaite pas profiter de son statut d'attaché parlementaire pour faire prévaloir donc son engagement au niveau municipal dans cette vidéo. Gilbert Collard, bonjour. Alors on donne rendez-vous à Nico après les élections évidemment. Évidemment. Alors, premier sujet d'actualité, Gilbert Collard, l'écotaxe. D'abord, attendez, d'abord je vous présente Paul, qui remplace Nicolas quand même, que vous connaissiez son prénom. Alors Paul, je vous écoute. Alors, premier sujet d'actualité, donc, Gilbert Collard, l'écotaxe, qui a mobilisé donc, une très grande partie de la Bretagne donc, contre le projet du gouvernement. Le gouvernement a pour l'instant opté pour une suspension provisoire du projet. Selon vous, est-ce suffisant? Peut-on vraiment s'en réjouir? Ce qui est frappant, c'est qu'il y a encore le mot taxe là-dedans. Il ne faut quand même pas oublier, pour rester relativement objectif, que c'est une disposition qui a été mise en place par l'UMP et qui est aujourd'hui, avec satisfaction dans un premier temps, exécutée par le PS. UMPS taxe. C'est éco-taxe et compagnie en quelque sorte. C'est injuste, ça pénalise. Et une fois de plus, on est sous les fourches codines de cette Europe qui ne tient aucun compte des réalités. Et on voit bien que l'UMP, le PS s'exécutent et exécutent en même temps les travailleurs. Parce que la révolte bretonne, c'est quand même la révolte d'hommes et de femmes qui veulent vivre, qui veulent continuer à pouvoir travailler, qui n'y arrivent plus. Donc la reculade de M. Hollande, je n'oserais pas dire que c'est une bonne chose, compte tenu de la dépense considérable qui a été effectuée pour installer ces fantômes blancs qui sont sur nos routes et que plein de gens prennent du reste pour des radars. Il eût été plus sage peut-être de prendre la décision avant que quelques coups de bonnet ne fassent fléchir notre président de la République. Alors, condamnez-vous les violences qui ont éclaté, qui risquent d'éclater dans les manifestations bretonnes? On ne peut que condamner les violences. Je veux dire, quand la question est posée de cette manière-là, on ne peut que dire il y a la loi, il faut la respecter, la violence n'est jamais la solution, mais une fois qu'on a dit cela, on n'est pas entré dans le malheur des gens. Oui. Voilà. Je crois que c'est toujours facile de donner des leçons de morale, et c'est bien le rappel à la loi. Moi, je suis pour qu'on respecte la légalité, mais je veux dire que c'est quand même étonnant de voir que ce rappel à la légalité, d'une manière intransigeante, il intervient à l'égard des Bretons, et puis quand on a des incidents en banlieue, on se montre très compréhensif. On fait de la criminologie introspective, ou bien quand des voitures brûlent la nuit de la Saint-Sylvestre, c'est pas bien grave, c'est une tradition, avait dit un ministre, une tradition. Alors j'aimerais quand même que le respect de la légalité il soit valable pour tous, pour toutes et partout. Alors justement, Gilbert Collard, pour parler de violence, il faut savoir préalablement que la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, avait condamné la France en 2009 pour des comportements de la part des gardiens justement dégradants, les fameuses fouilles au corps sur les prisonniers. Donc la France désormais ne pratique plus la fouille au corps. Il y a donc le risque, selon le syndicat des gardiens et donc les gardiens, que des armes rentrent, des objets illicites dans les prisons. Depuis quand une fouille est-elle dégradante si elle est faite d'une manière convenable? La prison, c'est quand même pas le club méditerranéen. Les gens qui y entrent, pas tous, mais beaucoup sont quand même très, très dangereux, voire dangereux. Et la sécurité impose la fouille. On découvre des téléphones portables, des armes. Moi, une fois, en pleine cour d'assises, j'ai vu un type lancer un couteau sur le président. Et à l'époque, les fouilles existaient. Alors vous imaginez aujourd'hui que les fouilles n'existent plus. Bon, mais là encore, on touche à l'omnipotence de l'Europe dans tous les domaines. On ne peut même plus fouiller les prisonniers à l'intérieur des prisons. Et évidemment, la fouille doit se faire dans des conditions de respect. Et je pense que les gardiens ont toujours pratiqué ces fouilles avec correction et respect. Bon. Mais là, c'est un élément d'insécurité supplémentaire qu'on introduit dans les prisons. Bon, je crois que finalement, un jour, on va arriver à ce que
puisqu'il ne faut pas fouiller, on n'emprisonnera plus, du reste c'est un peu ce que Mme Taubira. Alors, autre sujet d'actualité, il s'agit du projet de loi pour lutter contre la prostitution, justement, qui vise justement à pénaliser le racolage passif. Quelles seraient selon vous des solutions face au problème de la prostitution? La répression ou l'encadrement? Alors vous quand même qui êtes très jeune, est-ce que vous pensez parce qu'il y a pas de raison que ce soit tout le temps moi qui réponds aux questions, est-ce que vous pensez que c'est bien de pénaliser le client de la prostituée? Je pense que ce n'est pas au client d'être pénalisé, en tout cas. Je partage un peu votre point de vue. Je pense que l'encadrement est plus favorable plutôt que la répression dans tous les domaines. Voilà, moi je pense qu'on ferait peut-être mieux de s'intéresser au trafic, au proxénétisme, aux hordes de marchands de corps qui envahissent notre territoire, qui font du trafic d'êtres humains finalement, que de s'occuper du client de la prostituée. Mais là encore, c'est un débat inventé pour détourner l'attention. Pendant qu'on laisse entrer des réseaux de prostitution, on condamne le client de la prostituée. Alors pour parler de laisser entrer à propos, il faut savoir qu'en France, chaque année, 300 000 à 400 000 immigrés illégaux entrent sur le territoire. 10 000 régularisations de plus ont eu lieu en 2013. Alors selon le ministère de l'Intérieur, Manuel Valls déclare qu'il ne s'agit pas d'une régularisation de masse, il s'agit d'une augmentation conjoncturelle. N'est-ce pas le moyen de noyer le poisson? Non, mais là encore, on est dans cette langue de bois qui est la langue de con, parce qu'on est pris pour des blaireaux. Bon, la réalité, c'est que le nombre augmente, point. Alors on peut appeler ça, que dit-il, conjonction? Augmentation conjoncturelle. On peut appeler ça augmentation conjoncturelle, propension à une pondéralité extérieure aggravée, surcharge pondérale de population venant d'ailleurs, on peut trouver n'importe quel terme. La réalité, c'est qu'il y a une augmentation. Voilà. Alors, pour parler politique, cette fois-ci, c'est la fusion... Parce que jusqu'à présent, on parle de quoi? De poésie? Oui, non, mais pour parler encore, pour prolonger le sujet politique, c'est la fusion de l'UDI et du MoDem, justement. Donc la fusion... Alors, la question qu'on peut se poser légitimement, c'est est-ce que la fusion d'un leader de l'UDI qui a appelé à voter Sarkozy et le leader du MoDem qui a appelé à voter pour Hollande, est-ce que cette fusion paraît crédible, quoi? Ça me fait marrer. Bon, moi je me demande simplement... Alors, Jean-Louis Borloo parle de plan B. Oui, plan B comme Borloo. Voilà. Alors je me demande quel sera le Brutus. Est-ce que c'est Bayrou qui poignardera Borloo ou est-ce que c'est Borloo qui poignardera Bayrou? On dirait Henri IV ayant été assassiné par Ravaillac, Bayrou, qui a écrit une biographie sur Henri IV, est mal placé. Alors on va parler cette fois-ci social. Alors social, plutôt économique. Le critère du Made in France prend énormément d'importance. Beaucoup de Français, beaucoup de nos concitoyens prennent plus d'importance à regarder la destination des produits, etc. Selon vous, pourquoi? N'est-ce pas une évidence qui ressurgit en fait? Moi j'avais fait un article il y a quelques années là-dessus, parce que les Français sont patriotes. Voilà. Et jusqu'à présent, on leur faisait un peu honte d'être patriotes, et je crois que maintenant, ils n'ont plus honte d'être patriotes. Et ça, c'est bien. Dire qu'on aime son pays, acheter pour son pays, vivre pour son pays, c'est bien. Et les Français, de cette manière-là, qui est une manière indirecte, montrent qu'ils aiment leur pays et qu'ils veulent l'aider. Je crois. Alors nous allons parler justement social. Il faut savoir que la triste réalité est qu'un tiers des Français renoncent aux soins pour des motifs financiers. On parle aujourd'hui de réforme du système de santé. Si vous aviez un avis sur donnez votre avis simplement sur le sujet, quel serait le vôtre? Écoutez, moi, je vais vous dire des choses simples. On pérore sur le client de la prostituée, le président de la République qui n'appelle pas Obama pour se plaindre que nous soyons victimes d'écoute des services secrets américains, fait une émission de télé-réalité à propos de Leonarda, un agriculteur par jour meurt, le système de santé s'effondre et on continue à pratiquer l'aide médicale d'État, et on continue à créer des emplois subventionnés, et on continue à aggraver la dette publique. Bon, c'est un manque total de bon sens politique. Bon,
bon, voilà, la réalité, elle nous rattrape malheureusement. Hein. Et la main griffue de cette réalité, c'est aujourd'hui le fait que des gens ne peuvent même pas soigner, mais en même temps, que ça plaise ou non, hein, quand des Roms sont en situation d'expulsion, ou demandent, ou d'autres demandent le droit d'asile, il y a toute une procédure d'aide, de logement, etc. Bon, alors quelle que soit l'humanité dont on doit faire preuve, et je suis tout à fait pour, c'est quand même choquant de voir que d'un côté les uns ont, alors qu'ils ont un pays, et que de l'autre les autres n'ont plus, alors que c'est leur pays qui les prive. Ça me choque. Alors, pour parler justement, vous parliez de l'affaire Leonarda, c'est la petite anecdote, elle appelle à changer les ministres. Donc, elle ne souhaite pas retourner au Kosovo et être scolarisée, mais elle souhaite rentrer en France avec sa famille et appelle le gouvernement à changer ses ministres. Oui, mais vous avez remarqué qu'elle est très gentille, elle n'a pas demandé, et ça je ne comprends pas pourquoi, le changement de président de la République. N'est-ce pas ridicule de se laisser dicter de quoi faire de la part d'une fillette de 15 ans? Non, mais attendez, ce qui est ridicule, c'est d'avoir permis à la fillette de 15 ans de tenir ses propos. Je vous dis, moi, ce qui me surprend, c'est qu'elle ait demandé au président Hollande de se démettre de ses fonctions. Elle aurait pu le faire aussi bien, puis elle peut décider que demain il faudra changer la loi. Non, mais on est dans l'absurde, voilà. C'est la République de l'absurde. Alors, merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis. Alors, il faut l'excuser, c'est la première fois, il est un peu intimidé, mais je pense qu'il va prendre l'habitude. Il va prendre l'habitude, voilà. Alors, bonne semaine, et puis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Debout les mots. Merci beaucoup.